Imaginez découvrir par hasard sur un site pour adultes une vidéo où la femme que vous aimez depuis plus de 7 ans s'abandonne à un autre homme et qu'elle prévoit ensuite de vous faire élever son enfant. Et si en plus de la trahison, vous appreniez que cet amant puissant et intouchable prépare peut-être votre disparition pendant un voyage de rêve, pendant que vous économisez pour payer ses vacances. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité, bienvenue à vous. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez cette vidéo et quel temps il fait dehors, pluie, soleil, neige. Ça aide à sentir dans quelle ambiance vous écoutez cette histoire. Aujourd'hui, restez jusqu'au bout. Cette trahison va se retourner contre ses auteurs d'une façon qu'ils n'oublieront jamais. L'écran de l'ordinateur portable constituait l'unique source de lumière dans le bureau obscur. Mes doigts restèrent figés au-dessus du clavier et ma respiration se bloqua comme si on m'avait frappé au plexus. L'image était figée sur pause. Une femme, la tête renversée en arrière, les yeux mi-clos. Elle riait. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui lui ressemblait. Un grain de beauté en forme de croissant de lune, juste au-dessus de l'omoplate gauche. Celui-là même que j'avais embrassé des centaines de fois. Celui-là même qui appartenait à ma femme. À ses côtés dans le cadre se trouvait un autre homme, grand, bronzé, musclé. Je ne refermais pas l'écran, je ne criais pas. Je fis ce que doit faire un homme qui vient de comprendre que sa vie était un mensonge. J'appuyais sur le bouton « Télécharger ». Ce soir-là, je m'étais attardé au bureau, non pas parce que j'étais débordé, mais parce que je voulais gagner de quoi nous payer des vacances. Avec Léna, nous prévoyions de partir aux Maldives pour notre anniversaire. 7 ans de mariage. 7 ans qui me semblaient parfaits. Je m'appelle Antoine, 35 ans, responsable d'un service logistique. Elle, Léna, 32 ans, architecte d'intérieur, une beauté, une femme intelligente, celle pour qui j'étais prêt à déplacer des montagnes. Je rentrais à la maison vers minuit. L'appartement était silencieux. Léna dormait déjà, m'ayant laissé le dîner sur la cuisinière. J'entrais doucement dans la chambre, rajustais la couverture sur son épaule, respirais le parfum de ses cheveux, vanille et quelque chose de floral. « Dors bien, mon amour », murmurai-je avant de me diriger vers mon bureau. Le sommeil ne venait pas. L'adrénaline après des négociations difficiles circulait encore dans mes veines. J'ouvris l'ordinateur portable pour simplement naviguer sans but sur Internet, décompresser. Des liens, des actualités, des vidéos stupides avec des chats. Et puis cette satanée publicité contextuelle ou simplement un clic accidentel sur une bannière d'un site de film. Je fus redirigé vers un site pour adultes. D'habitude, je ferme ces onglets instantanément, sans regarder. Mais mon œil fut attiré par une miniature dans la section « Nouveautés ». Le titre était vulgaire et banal. Quelque chose du genre « Femme au foyer brûlante s'ennuie pendant que son mari travaille ». Mais ce n'était pas le titre qui me figea. La miniature était floue, mais la silhouette me parut terriblement familière. Une courbe de dos familière, une couleur de cheveux familière, cette nuance complexe de blond cendré dont Léna était si fière. Ma main se dirigea d'elle-même vers la souris. Je devais m'assurer que c'était une erreur, que c'était simplement une actrice qui lui ressemblait. Je cliquai. La vidéo se chargea rapidement. Les premières secondes montraient simplement un intérieur, une chambre inconnue, une chambre d'hôtel, du papier peint luxueux, un grand lit. Puis elle entra dans le cadre. Mon cœur ne se contenta pas de tomber. Il explosa littéralement et ses éclats se dispersèrent quelque part dans mon estomac. C'était Léna, sans aucun doute. Elle portait cette lingerie noire en dentelle que je lui avais offerte pour le 8 mars. Elle souriait à la caméra avec ce sourire espiègle que je croyais destiné uniquement à moi. « Alors, tu es prêt ?» demanda-t-elle. Sa voix, ses intonations. La caméra pivota et il apparut dans le cadre, cet homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, peau bronzée, silhouette athlétique, cheveux noirs comme l'ébène, rien à voir avec moi. Je suis un type ordinaire aux cheveux châtains, solide mais sans tablette de chocolat. Lui ressemblait à un mannequin de magazine ou à un coach sportif. « Pour toi, toujours prêt, bébé », répondit-il avec un léger accent. Je regardais. Je ne pouvais pas détourner les yeux. À chaque seconde de cette vidéo, je sentais mourir en moi tout ce qui était humain. L'amour, la confiance, la tendresse, les projets d'avenir, les souvenirs de nos petits déjeuners. Tout cela se transformait en cendres. Il faisait l'amour avec passion, avec rudesse, d'une manière que nous n'avions plus partagée depuis longtemps.
Elle le regardait avec adoration. Elle répondait à tous ses caprices. Et le plus terrible, c'est qu'elle avait l'air heureuse. À la 3e minute de la vidéo, l'opérateur, la caméra devait être sur trépied, fit un gros plan. Et je vis ce qui tua définitivement en moi tout espoir d'erreur. Ce petit grain de beauté en forme de croissant de lune sur l'omoplate gauche et cette fine cicatrice sur la cuisse. La trace d'une chute à vélo, quand nous roulions dans le parc il y a 3 ans. Je plaquais ma main sur ma bouche pour ne pas vomir. J'avais la nausée. Physiquement la nausée en réalisant dans quelle saleté on m'avait plongé. Ma femme, ma Léna. La femme à qui je confiais ma vie, mes finances, mon âme. Elle était là avec cet étranger bronzé. Pendant que je restais au bureau à finaliser des rapports pour nous acheter des billets pour les Maldives, je voulais saisir l'ordinateur et le fracasser contre le mur. Je voulais faire irruption dans la chambre, la réveiller, lui jeter ses images au visage, exiger des explications, la jeter dehors en pyjama. Je me levais même de ma chaise, serrant les poings jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Le sang battait dans mes tempes. Tue, détruis, chasse-la. Mais ensuite je m'arrêtais. Je m'approchais de la fenêtre et pressais mon front contre la vitre froide. Non, dit une voix intérieure. La voix de cet Antoine qui savait résoudre les problèmes plutôt que de les créer. Si tu fais un scandale maintenant, tu perdras. Elle va pleurer, mentir, peut-être même t'accuser de l'espionner. Ou bien ils ont déjà préparé un plan de sortie et tu te retrouveras avec rien. Je regardais mon reflet dans la vitre. Il y avait là un cocu brisé. Il y avait là un homme à qui on venait de déclarer la guerre. Je retournai au bureau. Mes mains tremblaient encore, mais ma tête devenait claire et froide, comme de la glace. Je téléchargeai la vidéo, puis vérifiai le profil de l'utilisateur qui l'avait mise en ligne. Le pseudo était Hotbull77. Sur son profil, il y avait 3 autres vidéos, et sur toutes figurait ma femme. Je copiai tout, sauvegardai sur une clé USB, puis dans le cloud, sous mot de passe, effaçai l'historique du navigateur. Je jetai un œil à l'horloge. 2h15 du matin. Demain matin, je devrais me lever, l'embrasser, boire un café avec elle et sourire. Je devais jouer mon meilleur rôle, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et j'avais l'intention de les congeler tous les deux jusqu'à la mort. Le matin arriva trop vite. J'avais l'impression de venir à peine de fermer les yeux quand l'alarme déchira le silence, me ramenant à cette réalité cauchemardesque. Je restais allongé, fixant le plafond. Ma première pensée fut salvatrice. C'était un rêve. Mais ensuite je me souvins du poids de la clé USB dans la poche de mon pantalon, jetée sur la chaise. Non, ce n'était pas un rêve. Léna était déjà dans la cuisine. L'odeur du café frais et des toasts grillés me parvenait. Ce parfum que j'avais aimé toutes ces années provoquait maintenant des spasmes dans mon estomac. Je me levai, entrai dans la salle de bain et me regardai longuement dans le miroir. « Tu vas y arriver », dis-je à mon reflet. « Tu ne vas pas faire de crise. Tu ne vas pas lui faire comprendre que tu sais. Tu les détruiras quand tu seras prêt. » Je me lavai le visage à l'eau glacée, enfilai mon masque professionnel de calme et sortis la rejoindre. Léna se tenait devant la cuisinière, fredonnant une mélodie. Elle portait un léger déshabillé de soie, celui-là même qui glisse facilement des épaules. Je me rappelais la vidéo. Je me rappelais comme il glissait facilement là-bas. « Bonjour, mon amour. » Elle se retourna et sourit, rayonnante, sincère. Comment quelqu'un pouvait-il sourire ainsi, sachant ce qu'il avait fait il y a quelques jours? Ou bien était-ce normal pour elle? Peut-être avais-je vécu avec une sociopathe pendant ces 7 ans. Elle s'approcha et se pencha pour un baiser. Ce fut le moment le plus difficile de ma vie. Je devais embrasser des lèvres. Je ne pouvais même pas y penser. Je me dérobai légèrement, l'embrassai sur la joue, puis me détournai immédiatement vers la machine à café, faisant semblant de chercher une tasse. « Tu es tendu » remarqua-t-elle en posant une assiette sur la table. « Mal dormi. » Le projet, grommelai-je, la tête pleine de chiffres, rapport important aujourd'hui. Mon pauvre, elle passa sa main sur mon dos. Un frisson me parcourut, mais je me retins. Moi aussi, j'ai une journée de folie aujourd'hui. D'abord une réunion avec un client pour une villa, ensuite je passe voir maman, et ce soir, yoga. Je rentrerai tard, ne m'attends pas. Yoga. Le mot résonna comme un écho dans ma tête. Avant j'y croyais. Maintenant, j'entendais
Ce soir, je serai avec lui. D'accord. Ma voix sonnait neutre, presque mécanique. Bonne journée. Je bus le café d'un trait, me brûlant la gorge, juste pour ne pas rester assis à la même table qu'elle. J'attrapai ma veste et sortis précipitamment de l'appartement. En descendant dans l'ascenseur, je sentais mon corps trembler, non pas de peur, mais de rage. Je montai dans ma voiture, mais ne me rendis pas au bureau. J'appelai mon adjoint. « Mathieu, je travaille à distance aujourd'hui. Si quelque chose d'urgent se présente, appelle-moi, mais il vaut mieux que vous gériez vous-même. Je suis un peu malade. » Je roulais jusqu'au quartier voisin, me garai de façon à voir la sortie de notre résidence et ouvris l'ordinateur portable. J'avais besoin de plus d'informations. Je relançais cette maudite vidéo. Les émotions, je les avais coupées. Maintenant, j'étais un enquêteur étudiant des preuves. J'examinais les détails de l'intérieur. Ce n'était pas un appartement, trop impersonnel, mais luxueux, un hôtel. Sur la table de nuit se trouvait une bouteille d'eau en verre. J'agrandis l'image. L'étiquette était floue, mais le logo se distinguait. Une couronne dorée et une lettre M stylisée. Je tapais dans la recherche « Hôtel de la ville » avec logo couronne. 1 minute plus tard, je le trouvais. Le Grand Mirage Hôtel, l'un des plus chers de la ville, suite de luxe. Donc cet amant avait de l'argent. Ce n'était pas un simple coach de salle de sport. Louer une suite pour des rendez-vous galants, c'était un autre niveau. À 10h15, le portail de notre résidence s'ouvrit. La voiture blanche de Léna sortit. Ma femme, ma fidèle Léna, partait chez son client. Je la suivis, gardant une distance de 2 voitures. Je n'étais pas un espion professionnel, mais la colère aiguisait mes sens. Elle ne roulait pas vers les lotissements de banlieue où vivent habituellement les clients qui commandent des villas. Elle roulait vers le centre, vers le quartier des affaires. Une demi-heure plus tard, elle se gara, mais pas devant un hôtel. Elle s'arrêta près d'un club de fitness haut de gamme, le Titan. Je fronçai les sourcils. Allait-elle vraiment à un entraînement ? M'étais-je trompé sur la journée ? Léna sortit de la voiture avec un sac de sport sur l'épaule. Elle était superbe. Jean moulant, talons hauts. Tenue étrange pour une salle de sport, mais elle se changeait toujours sur place. J'attendis. 10 minutes passèrent, 20. Et puis un énorme SUV noir, un Mercedes classe G, se gara devant l'entrée du club. Plaque d'immatriculation 37. La portière s'ouvrit. L'homme en descendit. Celui-là même de la vidéo. Cet homme bronzé. En vrai, il paraissait encore plus imposant et arrogant. Costume coûteux, chemise déboutonnée, un maître de la vie. Il n'entra pas dans le club. Il s'adossa simplement au capot et alluma une cigarette. 1 minute plus tard, les portes du club s'ouvrirent et Léna sortit en courant, déjà sans son sac. Elle rayonnait. Elle s'approcha de lui. Il dit quelque chose et elle éclata de rire, renversant la tête en arrière. Il lui ouvrit la portière de son SUV, lui donna négligemment une tape sur la cuisse, en pleine rue, en plein jour, et elle monta à l'intérieur. Mes doigts serrèrent le volant si fort que le revêtement de cuir grinça. Voilà donc notre pliant. Le Mercedes démarra en trombe. Je les suivis. Maintenant, je connaissais le visage de l'ennemi. Je savais où ils allaient. Au Grand Mirage Hôtel. Mais je n'avais pas l'intention de faire irruption là-bas en criant. Non, j'avais mûri un plan bien meilleur. Un plan qui les frapperait tous les deux si fort qu'ils ne s'en remettraient jamais. Je sortis mon téléphone et composai le numéro d'un vieil ami de l'armée qui travaillait maintenant dans la sécurité d'une grande banque. « Salut Olivier, j'ai besoin d'une recherche sur une plaque d'immatriculation et des informations complètes sur le propriétaire. Urgent. Question de vie ou de mort. » L'appel d'Olivier retentit 1 heure plus tard. J'étais assis dans ma voiture sur le parking d'un centre commercial, fixant stupidement le flux de gens. Dans ma tête tournaient des scénarios de vengeance, l'un plus sombre que l'autre, mais je les éteignais par un effort de volonté. J'avais besoin d'une stratégie, pas d'une peine de prison. « Antoine, les nouvelles sont pourries. » La voix d'Olivier était sérieuse, sans ses plaisanteries habituelles. « Dans quoi t'es-tu fourré ? Dis-moi juste qui c'est, répondis-je sèchement. Le propriétaire du Mercedes, c'est Samir Cardani, fils de ce Cardani qui contrôle la moitié du secteur de la construction dans la région. Crantan ne travaille officiellement nulle part, mais il roule sur l'or. Connu pour changer de femme comme de chemise et pour penser que tout lui est permis. Papa l'a déjà sorti d'affaire 2 fois pour des accidents graves. Je sentis mes mains devenir glacées.
Ce n'était pas simplement un homme riche. C'était la jeunesse dorée avec une protection, impossible à atteindre pour un simple responsable de service logistique. Si je lui cassais simplement la figure, on me broierait ou on m'emprisonnerait. Merci Olivier, dis-je. Je te dois une fière chandelle. Antoine, mon ami se tut un instant. Si tu t'es mis en travers du chemin de ce type, il vaut mieux que tu recules, sérieusement. J'ai compris. Terminé. Je raccrochais. Reculer? Faire comme si rien ne s'était passé? Laisser ce fils à papa utiliser ma femme pendant que je souris en faisant semblant d'être une famille heureuse? Jamais. Mais la tactique avait changé. Une guerre ouverte mènerait à ma défaite. J'avais besoin d'une diversion. Je devais les détruire de l'intérieur. Je rentrai à la maison avant Léna. Je pris une douche, lavant la sueur poisseuse de tension. Je commandai de la nourriture dans un restaurant, des sushis qu'elle adorait. Je disposai tout sur la table, allumai des bougies. Scène, le mari aimant attend sa femme fatiguée. Elle entra dans l'appartement à 20h, les joues rosies, les yeux brillants. Bien sûr qu'ils brillaient après ce qu'ils avaient fait dans la suite du Grand Mirage. « Oh, Antoine !» Elle fut sincèrement surprise en voyant la table. « Quel trésor j'ai! Et moi qui suis tellement fatigué. Le client était si compliqué, il m'a épuisé les nerfs. Et puis au yoga, le coach a donné de nouveaux exercices. J'ai les jambes en compote. » Je la regardais stupéfait. Comment ? Comment pouvait-on mentir ainsi en face à quelqu'un avec qui on dort depuis 7 ans ? Pas un muscle de son visage ne tressaillit. « Assieds-toi. » Je reculai la chaise pour elle. « Raconte-moi ce client. Quel genre de projet ? » « Oh, rien de spécial, une maison de campagne. » Elle balaya l'air de la main. « Des gens qui veulent tout en marbre, mauvais goût, un type ennuyeux. » À ce moment-là, il finissait probablement un cigare dans son Mercedes. Léna, je la regardais attentivement dans les yeux. Et si on reportait les Maldives ? Elle s'étrangla. Pourquoi ? On attendait tellement ça ? Oui, c'est juste qu'au travail, il propose un gros projet. Si je l'accepte, la prime sera énorme. Mais il faudra décaler les vacances à l'automne. Je bluffais. J'avais besoin de vérifier sa réaction. Dans ses yeux passa une lueur de panique. Pas de déception, mais vraiment de la panique. « Non !» s'exclama-t-elle trop brusquement. Puis, s'adoucissant, elle couvrit ma main de la sienne. « Chérie, tu as besoin de te reposer. Tu as dit toi-même que tu étais épuisée. Ne changeons rien. On ne peut pas gagner tout l'argent du monde. » Elle avait besoin que je parte, je compris. Ou que nous partions. Et pourquoi ? Pour que son Samir puisse souffler ? Ou avait-il un plan pendant mon absence ? La soirée passa dans son bavardage. J'acquiesçais, souriais du bout des lèvres et attendais. J'attendais le moment où elle irait prendre sa douche. Léna prenait toujours son téléphone avec elle dans la salle de bain. « J'écoute de la musique », disait-elle. Maintenant, je comprenais ce qu'elle faisait réellement. Elle envoyait des rapports à son maître. Mais aujourd'hui, elle commit une erreur. Elle se détendit. Elle laissa sa tablette iPad sur le canapé du salon. Elle l'utilisait rarement pour les messages, principalement pour les esquisses. Mais je savais que tous ces appareils étaient synchronisés via le cloud. Dès que l'eau se mit à couler dans la douche, je pris la tablette. Le mot de passe, je le connaissais. L'année de notre mariage. Quelle ironie. J'ouvris les photos. Vides. Seulement des projets et nos selfies. J'ouvris les messageries. Propres. Copine, maman, groupe de travail. M'étais-je trompé ? Était-elle si prudente ? J'allais remettre la tablette en place, mais mon doigt balaya accidentellement l'écran vers la gauche, ouvrant le dossier utilitaire. Là, parmi la calculatrice et la boussole, je vis l'icône d'une application qui ressemblait à un simple bloc-notes, mais le nom était étrange. Secret Notes. Je cliquais. Une empreinte digitale ou un mot de passe était requis. Zut. Mais je me souvins. Léna utilisait souvent le même code simple pour les applications peu importantes. 1, 1, 1, 1. Non. 1, 2, 3, 4. Non. L'anniversaire de sa mère. J'entrai les chiffres. L'application s'ouvrit. Ce n'était pas un bloc-notes. C'était un chat caché avec un seul contact enregistré comme fitness. Le dernier message avait été envoyé 20 minutes plus tôt, quand elle était dans la salle de bain. Il y avait une photo.
Une photo d'un test de grossesse avec 2 barres et une légende de Léna. Mon chéri, on a réussi. Il ne se doute de rien. Il pense que c'est de lui. On va être riche. La réponse de Fitness arriva, instantanément. Bien joué, ma belle. Fais durer avec lui jusqu'au voyage. Là-bas, on règle tout. La tablette faillit me glisser des mains. Le monde vacilla. Elle était enceinte de lui, et il prévoyait de me coller cet enfant sur le dos. Mais que signifiait là-bas « on règle tout » ? Je réussis à remettre la tablette en place une seconde avant que la porte de la salle de bain ne s'ouvre. Léna sortit, enveloppée de vapeur parfumée, séchant ses cheveux avec une serviette. Elle souriait de ce sourire doux et domestique que j'aimais tant. Maintenant, ce sourire me semblait être le rictus d'un prédateur. « Pourquoi tu es si pâle ?» demanda-t-elle en remarquant mon état. « J'ai mal au ventre », mentis-je sans ciller. Les sushis n'étaient peut-être pas très frais. « Mon pauvre !» Elle m'embrassa sur le front. « Prends un cachet et couche-toi. Demain, ça ira mieux. » Demain, un enfer commencera, pensais-je. Mais je dis à voix haute. « Oui, tu as raison. » Toute la nuit, je ne fermais pas l'œil. J'étais allongé à côté d'une femme qui prévoyait de me coller un enfant d'un autre, puis peut-être de se débarrasser de moi aux Maldives. La phrase « là-bas on règle tout » résonnait dans ma tête comme un glas funèbre. Que réglerait-il ? Un accident pendant une plongée ? Un empoisonnement alimentaire exotique ? Je ne savais pas de quoi ce salaud de Samir était capable, mais je n'avais pas l'intention de prendre de risques. Le lendemain soir, Léna monta un spectacle auquel j'étais déjà moralement préparé. Après le dîner, elle me demanda solennellement de fermer les yeux. « Tends la main », murmura-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. Je tendis la main. Quelque chose de petit et de plastique se posa dans ma paume. « Ouvre ». J'ouvris les yeux. Dans ma paume reposait un test de grossesse avec 2 grosses barres rouges. Léna me regardait avec attente. Ses yeux étaient pleins de larmes de bonheur. Actrice géniale. Si je n'avais pas vu les messages, je l'aurais fait tournoyer dans mes bras en pleurant de joie en ce moment. Mais j'avais vu. Léna. J'extirpai un sourire de moi-même, essayant de le rendre ébobie et non forcé. C'est vrai ? Oui. Elle se jeta à mon cou. On va être parents, Antoine. Enfin, c'est notre bébé. Notre ? Le mot résonna dans ma tête. Le tien et celui de Samir. Je l'enlaçai. Mes mains se serrèrent dans son dos. J'aurais voulu serrer plus fort jusqu'à ce que ça craque, mais je la caressai doucement. « Je suis si heureux », prononçai-je. C'est le plus beau cadeau. À ce moment-là, je pris une décision. Je n'annulerai pas le voyage. Je ne demanderai pas le divorce maintenant. Je jouerai ce jeu jusqu'au bout. Mais désormais, c'était moi qui établissais les règles. Le lendemain, je pris un jour de congé. En premier lieu, je n'allais pas chez un avocat, mais dans une clinique privée. J'avais un médecin de connaissance, un urologue que j'avais consulté il y a quelques années. « Salut Julie, j'ai besoin d'un certificat de stérilité. » Le médecin leva les sourcils, surpris. « Antoine, tout va bien chez toi. On a vérifié. J'ai besoin d'un faux certificat, mais qui ait l'air authentique, daté de l'année dernière, stipulant que je suis absolument stérile suite à une infection contractée dans l'enfance. Irréversible. » Julien resta silencieux, faisant tourner son stylo entre ses doigts. « Pourquoi tu as besoin de ça ? Des problèmes avec ta femme ? Pire, des problèmes avec ma vie. Aide-moi, je ne t'oublierai pas. » 1 heure plus tard, le document avec les tampons était entre mes mains. C'était mon atout. Quand elle jurerait devant le tribunal que c'était mon enfant, je sortirais ce document. Mais ce serait pour plus tard. Ensuite, j'allai chez le notaire. Je refis mon testament. Si quelque chose m'arrivait accidentellement dans les 6 prochains mois, tous mes biens, y compris l'appartement qui avait été acheté par moi avant le mariage, mais où nous avions fait des rénovations coûteuses avec notre argent commun, reviendraient à ma mère. Léna n'obtiendrait pas 1 centime, ni assurance, ni bien immobilier. Le soir, je rentrai à la maison avec un énorme bouquet de roses et une boîte de pâtisserie chère. « On fête ça », annonçai-je depuis l'entrée. Léna rayonnait. Elle avait déjà annoncé la nouvelle à sa mère et à ses amis. « Tu es le meilleur mari du monde », recoula-t-elle en mettant les fleurs dans un vase. « Au fait, chérie, j'ai pensé, puisque je suis enceinte, peut-être qu'on devrait changer de voiture. La mienne est vieille, pas sécuritaire pour le bébé. Et Samir,
Oh, je veux dire, j'ai vu une publicité pour un nouveau SUV. Elle avait fait un lapsus. Elle avait prononcé son nom. Je me figeais, mon verre de jus à la main. Samir ? Répétai-je en la regardant droit dans les yeux. Elle pâlit une fraction de seconde, mais éclata aussitôt de rire. Samir ? Quel Samir ? J'ai dit publicité. Tu as dû mal entendre, chérie. Tu es probablement épuisé par la joie. Probablement, acquiesçai-je lentement. J'ai dû mal entendre. Je finis mon jus. À propos de la voiture, tu as raison. Il nous faut une voiture plus grande. Je voulais justement te faire une surprise. Demain, on va au concessionnaire. Les yeux de Léna s'allumèrent d'avidité. Elle se voyait déjà au volant d'une nouvelle voiture achetée avec mon argent, pendant que son amant la promenait dans son Mercedes. Elle ne savait pas que la surprise serait tout autre, et que dans ce concessionnaire, j'avais invité un autre visiteur, ou plutôt une visiteuse. Nous nous rendîmes au concessionnaire dans une humeur joyeuse. Enfin, Léna rayonnait, et je ne faisais que refléter ses émotions, restant à l'intérieur froid comme un iceberg. Elle jacassait sur le fait que pour l'enfant, il fallait un habitacle spacieux, des sièges en cuir pour nettoyer facilement, et obligatoirement un toit panoramique. Le bébé regardera les nuages, tu imagines, Antoine ? J'imagine, acquiesçai-je en serrant le volant. J'imagine tout, ma chérie. Nous arrivâmes à un concessionnaire haut de gamme. Léna me tira immédiatement vers la rangée de nouveaux SUV. Elle avait déjà choisi sa victime. Un SUV allemand blanc neuf à 8 millions d'euros. Le prix était salé, mais je ne sourcillais même pas. Je savais que je n'aurais pas à l'acheter. « Monte, essaie-le », proposai-je. Elle s'assit au volant, caressa le cuir, respira l'odeur de la voiture neuve. Dans ses yeux se lisait le triomphe. Elle pensait avoir décroché le jackpot. Un amant riche pour le plaisir et un mari docile pour payer les factures. « Alors on le prend ?» demanda-t-elle en sautant hors de la voiture pendue à mon cou. « Presque », souris-je. « Mais j'ai rendez-vous pour un essai avec un responsable spécial. Il va arriver. En attendant, regarde qui est là-bas dans la zone de livraison. Je crois reconnaître quelqu'un. » Je la tournai doucement vers les portes vitrées de la zone VIP. Là, à côté d'un énorme 4x4 noir orné d'un ruban rouge, se tenait un couple. L'homme était de dos, mais ses larges épaules et sa posture de propriétaire, Léna les reconnut instantanément. C'était Samir. Elle se figea. Son corps devint de bois sous mes mains. C'est... Elle commença et s'arrêta net. À ce moment-là, Samir se retourna. Il souriait, mais pas à Léna. Il souriait à une jeune femme fragile qui se tenait à côté de lui, la main posée sur son ventre impressionnant et arrondi. Elle était très enceinte, 7e mois au moins. Samir l'enlaçait tendrement, lui murmurait quelque chose à l'oreille, puis l'embrassa. Avec précaution, avec respect, comme on embrasse une épouse aimée, la mère de son enfant. Autour d'eux s'affairaient des responsables et un photographe. Félicitations à la famille Cardani pour l'agrandissement de leur parc automobile, annonça haut et fort l'administrateur dans tout le hall, et pour l'agrandissement prochain de la famille. Léna chancela. Je la tenais fermement par le coude, ne la laissant ni tomber ni s'enfuir. « Oh, regarde !» dis-je à voix haute, savourant chaque instant de son horreur. « C'est ce type au Mercedes qu'on a vu devant ton club de fitness. Tu disais qu'il ne faisait que passer, et il s'avère que c'est un père de famille exemplaire. Une femme, un bébé bientôt. Beau couple, non ?» Léna devint livide, ses lèvres tremblaient. À ce moment-là, Samir leva les yeux et croisa notre regard. Pendant une seconde, une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. Il vit Léna. J'attendis la réaction. Prendrait-il peur ? S'approcherait-il ? Samir la balaya d'un regard indifférent, comme un espace vide, et se retourna vers sa femme, rajustant son écharpe. Pour lui, Léna n'était rien. Un jouet jetable, de la poussière, alors que cette jeune femme enceinte à ses côtés était sa réalité. « Je me sens mal », murmura Léna. Sa voix était éteinte. « Antoine, rentrons à la maison s'il te plaît. J'étouffe ici. »« Mais et la voiture ?» demandai-je avec une surprise feinte. « On voulait faire un crédit. »« Non, pas besoin, plus tard. Je me sens vraiment mal. » Elle chuchotait presque en criant, enfonçant ses ongles dans mon bras. Nous sortîmes. Elle tremblait. Le conte de fées de la vie luxueuse avec Samir qui réglerait tout s'était effondré en une seconde. Il s'avérait que le maître de la vie avait déjà un héritier, et un deuxième.
D'une maîtresse mariée, il n'en avait certainement pas besoin. Dans la voiture, elle se tourna vers la vitre et resta silencieuse. Je voyais dans le reflet du verre des larmes amères couler sur ses joues. Elle ne pleurait pas de remords. Elle pleurait de dépit que son plan d'affaires ait échoué. Tu sais, rompis-je le silence alors que nous étions arrêtés à un feu rouge. J'ai réfléchi. Les enfants, c'est une telle responsabilité. C'est important qu'ils grandissent dans l'honnêteté. Imagine ce que c'est d'apprendre que ton papa vit dans 2 familles. Horrible, non? Heureusement que chez nous tout est transparent. Elle tressaillit comme sous un choc électrique et me regarda avec effroi. De quoi tu parles? Oh, rien. Je haussai les épaules. Je philosophe. Au fait, le médecin a appelé. Les résultats de mes analyses de contrôle sont arrivés. Il faut aller les chercher demain. Il paraît qu'il y a quelques détails. Quels détails? Dans ses yeux se lisait une peur animale. Ce n'est pas une conversation téléphonique. On en discutera à la maison. J'appuyai sur l'accélérateur. Le piège se refermait. Elle avait compris que Samir ne la sauverait pas. Maintenant, elle dépendait entièrement de moi et de savoir si j'accepterais son enfant. Elle ne savait pas que demain l'attendait un 2e coup. Un coup qui lui retirerait définitivement le sol sous les pieds. Le soir, quand elle, prétextant une migraine, s'enferma dans la chambre pour pleurer dans son oreiller, je m'assis devant l'ordinateur. J'avais reçu un courrier d'un détective privé que m'avait recommandé Olivier. Dans le message se trouvait un seul fichier, un enregistrement audio. Je mis mes écouteurs. La voix de Léna. « Mon Samir, quand est-ce qu'on va enfin lui dire? Je ne peux plus coucher avec ce raté. » La voix de Samir. « Arrête de te plaindre, bébé. Patiente. Laisse-le payer l'accouchement. Acheter tout pour le môme. Et après, tu demandes le divorce et tu lui prends l'appartement. Je t'aiderai avec un avocat. En ce moment, je n'ai pas besoin de scandale. Mon père me tuerait avant les élections. » J'enlevai les écouteurs. Le sang battait dans mes tempes. Lui prendre l'appartement? Je t'aiderai avec un avocat. Eh bien, Samir, tu voulais une guerre d'avocats, tu vas l'avoir. Seulement, ce n'est pas moi qu'on jugera. Le matin, après la sortie au concessionnaire, commença dans un silence de tombeau. Léna circulait dans l'appartement, pâle, avec des cernes sombres sous les yeux. La rencontre avec la femme enceinte de Samir lui avait manifestement retiré le sol sous les pieds. Mais c'était une combattante. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Samir n'était plus une solution de secours. Il fallait donc s'accrocher à moi avec l'énergie du désespoir. J'étais assis à la table de la cuisine et remuais lentement le sucre dans ma tasse alors que je bois mon café sans sucre. Le son de la cuillère, ting, 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 lui tapait sur les nerfs. « Léna, assieds-toi, dis-je doucement, mais d'un ton qui n'admettait aucune contradiction. Il faut qu'on parle d'hier, des détails que j'ai promis de discuter. » Elle s'assit en face de moi, méfiante comme une bête traquée. « Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Tu me fais peur. » Je posais devant elle un dossier, un mince dossier bleu avec le logo d'une clinique médicale. « Tu te souviens, il y a 1 an, j'ai passé des examens. On se demandait pourquoi on n'arrivait pas à concevoir. Je ne t'ai pas montré les résultats complets pour ne pas t'inquiéter. » Elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les lignes. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix trembla. « Le rapport, expliquai-je calmement. Azospermie, stérilité complète, conséquence d'une parotidite contractée dans l'enfance avec complications. Il y a 3 tampons de différents médecins. Léna, je suis stérile. La chance de concevoir un enfant naturellement, 0,0. » Dans la cuisine s'installa un silence si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je regardais ma femme et savourais l'instant. Voilà, échec. Comment vas-tu t'en sortir maintenant? Vas-tu avouer, tomber à genoux? Léna pâlit à tel point qu'elle ressembla à du papier. Ses lèvres remuaient sans émettre de son. Elle comprenait. Je sais que l'enfant n'est pas de moi. La logique le criait, mais j'avais sous-estimé le degré de son cynisme et sa soif d'argent. Elle leva vers moi des yeux pleins de larmes et soudain m'attrapa la main. « Antoine, c'est une erreur. Les médecins se trompent. Tu connais notre médecine. 3 médecins. » Je haussai un sourcil. « Oui, même 10. » Elle criait presque, entrant dans son rôle. « C'est un miracle, tu comprends? Un vrai miracle. Dieu nous a envoyé ce bébé contre toute attente. On a prié. Et on a été exaucé. Tu ne crois pas au miracle? »
J'eus presque la nausée. Mêler Dieu à son adultère dans un hôtel bon marché, c'était le comble. Mais j'acquiesçais, lentement, comme si je digérais l'information. Un miracle, dis-tu. Je me frottais le menton. Tu sais, je veux vraiment y croire. Crois-y, elle serra mes doigts. C'est ton fils ou ta fille. Je te le jure sur tout ce qui est sacré. Je me levai et m'approchai de la fenêtre pour cacher mon sourire triomphant. D'accord, dis-je en me tournant vers elle avec un visage éclairé. Si c'est un miracle, alors on n'a pas le droit de le cacher. Un tel événement doit être fêté. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle se crispa. Ce soir, j'invite tes parents et ma mère. On organise un dîner de famille. On leur annonce la bonne nouvelle et on raconte aussi le miracle. Qu'ils sachent quel enfant spécial on va avoir. Léna tenta de s'opposer. Antoine, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça si vite. Je ne me sens pas bien. Les nausées. Il faut, ma chérie, il faut, la coupai-je fermement. Les parents doivent savoir. J'ai déjà appelé ta mère. Ils seront là à 19h. Et ma mère, je vais la chercher moi-même. Elle déglutit. Elle avait peur, mais ne pouvait pas refuser. Sinon, sa légende de famille heureuse et de miracle s'effondrerait. Elle hocha la tête. D'accord. Je commande à manger. Inutile, l'arrêtai-je. J'organise tout moi-même. Je veux que cette soirée reste gravée dans nos mémoires à tous pour toute la vie. À 19h, la table était dressée. Le plus beau service, du cristal, des mets délicats. Léna avait enfilé une robe fermée, essayant d'avoir l'air d'une future mère pudique. Mais je voyais ses mains trembler quand elle ajustait les serviettes. Ses parents arrivèrent, Brigitte et Éric. Des gens simples, bruyants, qui adoraient leur fille si intelligente. Ma mère arriva ensuite, réservée et distinguée, une enseignante. « Alors, racontez-nous, les jeunes », déclara haut et fort mon beau-père en servant le cognac. « Quelle est l'occasion ? Antoine était si mystérieux au téléphone. Vous avez acheté un nouvel appartement ?» Léna plaqua un sourire. « Presque, papa. Encore mieux. » Je me levai avec mon verre. Tout le monde se tut. « Chers parents, commençai-je en regardant ma belle-mère droit dans les yeux. Nous vous avons réunis ici pour vous annoncer une nouvelle extraordinaire. Léna est enceinte. » Un silence stupéfait s'abattit sur la table, puis explosa en cris de joie. Ma belle-mère se leva d'un bond pour embrasser sa fille. Mon beau-père me serra la main avec vigueur. Ma mère souriait, les larmes aux yeux. Seule Léna restait figée, le sourire collé sur le visage comme un masque de cire. « Mais ce n'est pas tout », continuai-je en levant la main pour réclamer l'attention. « Il y a quelque chose d'encore plus étonnant. » Tous se tournèrent vers moi, attentifs. « Il y a 1 an, j'ai appris que j'étais stérile. Médicalement, irréversiblement stérile. Je sortis le dossier médical et le fis circuler autour de la table. 3 spécialistes ont confirmé, 0 chance de concevoir. Et pourtant, Léna est enceinte. Un miracle, n'est-ce pas ? Le silence retomba, mais cette fois il était lourd, confus. Ma belle-mère regardait le document, les sourcils froncés. « Je ne comprends pas, Antoine. Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, belle maman, que ce bébé n'est pas de moi. Biologiquement impossible. » Je me tournai vers Léna. « N'est-ce pas, chérie ? Tu veux expliquer le miracle à tes parents ?» Léna se leva brusquement, renversant son verre. « C'est un faux, c'est du Photoshop. »« Du Photoshop ?» répétai-je. « Excellent. Alors, regardons une vidéo. » Le Photoshop n'a pas encore appris à falsifier les voix et les grains de beauté caractéristiques en mouvement. J'insérai la clé USB dans le téléviseur accroché au mur. L'écran s'illumina en bleu. Le menu des fichiers apparut. J'appuyai sur lecture. Je montai le son au maximum. La pièce se remplit de gémissements et de bruits de chair caractéristiques. Sur l'écran géant en résolution 4K, Léna s'appliquait à mériter la suite luxueuse avec Samir. « Tu es mon roi, Samir, et mon crétin de mari peut continuer à bosser », résonna depuis l'écran la voix de ma femme. Une voix claire, reconnaissable. C'était le coup de grâce. Mon beau-père se leva, renversant sa chaise. Il attrapa la télécommande sur la table et éteignit le téléviseur de ses mains tremblantes. Dans la pièce retomba le silence, mais cette fois il était sale, poiseux. « Éric, je me sens mal », murmura ma belle-mère en commençant à basculer sur le côté. Ma mère se précipita vers elle avec de l'eau.
Léna se tenait au milieu de la pièce, les bras serrés autour d'elle. Elle ne pleurait plus. Elle me regardait avec une haine pure et limpide. Les masques étaient tombés. « Tu es content ?» murmura-t-elle. « Tu as détruit une famille. Tu as failli tuer ma mère. Tu es un sadique, Antoine. » Je me mis à rire, et ce rire m'effraya moi-même. « Non, ma chérie, c'est toi qui as détruit la famille quand tu t'es couché sous ce fils à papa. Moi, j'ai juste allumé la lumière dans une pièce sombre. »« Oui, j'ai couché avec lui !» hurla-t-elle soudain d'une voix stridente. « Parce que c'est un vrai homme, il est riche, il est fort, il sait vivre. Et toi, tu es un plancton de bureau ennuyeux. Je t'ai supporté 7 ans d'ennui. Ma fille, tais-toi, gémit son père en se couvrant le visage. Non, laisse-la parler. Je m'approchai d'elle. Dis-leur qui est le père de l'enfant. Dis-leur sur quoi tu comptais. Le père, c'est Samir, cracha-t-elle à mon visage, et il va nous prendre avec lui. On vivra dans le luxe, et toi, tu pourriras dans ton misérable 2 pièces. Il m'aime. Je secouai la tête. J'avais presque pitié d'elle. À quel point était-elle aveugle dans sa cupidité? « Oh, à propos de Samir, dis-je en sortant mon téléphone. J'ai oublié de vous montrer autre chose. Hier, au concessionnaire, on a croisé ton roi. Seulement, il n'était pas seul. J'ouvris la photo que j'avais prise discrètement pendant qu'elle pleurait dans la voiture. Sur la photo, Samir embrassait sa femme enceinte à côté du nouveau 4x4. Je montrai l'écran à Léna. Il a déjà une famille, Léna. Une femme au 9e mois, légitime, aimée. Et toi, pour lui, tu n'es qu'un coup gratuit à l'hôtel. Un exutoire pour sa libido. Léna regardait la photo. Ses yeux s'écarquillèrent démesurément. « Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Il a dit qu'il divorcerait. Il a promis. Ils promettent tous, coupai-je sèchement. Mais tu ne lui prendras pas d'appartement et il ne te versera pas de pension alimentaire. Son père a des relations au parquet. Ils t'écraseront si tu ouvres la bouche. Tu es seule maintenant. Sans mari, sans amant, sans argent, et avec l'enfant d'un autre dans le ventre. » Elle vacilla et s'effondra à genoux, cachant son visage dans ses mains. Un hurlement de bête blessée jaillit de sa poitrine. Mon beau-père s'approcha lentement d'elle. Je pensais qu'il allait la consoler, mais Éric, officier à la retraite, homme de la vieille école, regarda sa fille avec dégoût. « Habille-toi, dit-il d'une voix sourde. On s'en va. Tes pieds ne fouleront plus cette maison. Et la mienne non plus, j'en ai peur, pour longtemps. » L'appartement se vida instantanément. Après que la porte soit refermée sur Léna, je ne ressentis pas de douleur, seulement un vide assourdissant et un soulagement, comme si j'avais eu mal aux dents pendant des années et qu'on venait enfin de l'arracher. Oui, la plaie saignait, mais je savais qu'elle guérirait. Le lendemain, j'appelai une entreprise de nettoyage. Je demandais de nettoyer chaque centimètre, de jeter toutes ces affaires que n'avait pas eu le temps de récupérer, essentiellement des babioles, et de changer la literie. Je voulais effacer jusqu'à son odeur. Je changeai les serrures avant midi. Et puis l'enfer de la procédure de divorce commença. Enfin, un enfer pour elle. Pour moi, ce n'était qu'une procédure bureaucratique. Léna tenta de se battre. Son avocat, un type glissant que ses parents avaient apparemment payé, elle n'avait pas d'argent elle-même, essaya de prouver qu'elle avait droit à la moitié de l'appartement puisque nous avions fait des rénovations. Ma cliente a investi dans ce bien immobilier ses forces et son âme, pérorait-il au tribunal. Je déposai en silence devant la juge une pile de reçus et de relevés bancaires. Tous les matériaux, les meubles et le travail des ouvriers ont été payés avec ma carte, expliquai-je calmement. Léna, pendant ce temps, dépensait son salaire en yoga et en salon de beauté. La juge, une femme d'âge moyen, aux yeux fatigués, comprit rapidement l'essence de l'affaire, surtout après que les résultats du test ADN furent versés au dossier. Oui, j'avais insisté pour ce test, même si tout était déjà clair. Document officiel, probabilité de paternité 0%. Cela me libérait de toute obligation alimentaire. Léna, aux audiences, restait assise, tête baissée. Elle n'était plus cette beauté rayonnante. La grossesse se passait difficilement. Elle avait enflé, s'était enlaidie. Des cernes s'étaient creusées sous ses yeux. Sans les soins coûteux et les vêtements de marque, elle s'était transformée en une femme ordinaire et fatiguée. Après la dernière audience, quand nous fûmes officiellement divorcés, elle m'aborda dans le couloir du tribunal. « Tu es content ?»
demanda-t-elle d'une voix éteinte. Tu m'as laissé sans rien. C'est toi qui t'es laissé sans rien, Léna, répondis-je en boutonnant mon manteau. Je n'ai fait que protéger ce qui m'appartient. Samir m'a abandonné, dit-elle soudain, et ses lèvres tremblèrent. Il a changé de numéro. Sa sécurité ne me laisse même pas franchir le seuil de son bureau. Il a dit que si je réapparaissais, il me créerait des problèmes avec la police, me collerait quelque chose sur le dos. J'ai peur, Antoine. Elle me regarda avec espoir, cet espoir manipulateur qui fonctionnait si bien auparavant. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents me harcèlent chaque jour. Mon père me traite de traînée. Ma mère pleure. L'appartement est petit, étouffant. Antoine, on ne t'aurait pas essayé? Bon, pas recommencer. Non, mais au moins pour le passé. Aide-moi un peu financièrement. Je vais accoucher bientôt, le bébé en a besoin. Je la regardais stupéfait. Pas un gramme de remords, seulement de l'apitoiement sur elle-même et une tentative de trouver un nouveau sponsor. Elle pensait vraiment que moi, sachant tout, je lui donnerais de l'argent pour l'enfant de son amant. L'enfant a besoin d'un père, dis-je froidement. Il a un père, Samir Cardani. C'est à lui qu'il faut réclamer. Porte plainte, fais un test ADN, bats-toi. Je ne peux pas, il a des relations, il me détruira. C'est ton choix, Léna. Tu voulais un mâle alpha qui règle les problèmes par la force? Tu l'as eu, profite. Antoine, tu ne peux pas être si cruel. Tu as quand même un cœur. Je sortis de ma poche les clés de ma voiture. Ma nouvelle voiture que je m'étais achetée une semaine plus tôt. Plus un SUV familial, mais une sportive, une coupée dont je rêvais depuis mes études. J'ai un cœur, mais il est occupé par l'amour de moi-même et le respect de soi. Et pour toi, il n'y a plus de place. Adieu. Je me retournai et marchai vers la sortie. De dos, je sentais son regard. Elle ne criait pas, ne maudissait pas. Elle restait là simplement, seule dans le couloir froid du tribunal, avec l'enfant d'un autre sous le cœur et des rêves brisés en guise d'avenir. Je sortis dans la rue, inspirai l'air glacé et souris pour la première fois vraiment depuis ces mois. J'étais libre. Mais la vie est le meilleur scénariste. Et elle avait préparé pour Léna une dernière leçon finale. Une leçon que je vis par hasard 6 mois plus tard. 6 mois passèrent. Le temps est un médecin surprenant. D'abord, il atténue simplement la douleur, puis il remplit le vide de nouvelles couleurs. J'obtins ce poste dont je rêvais. Le projet fut un succès. La prime me permit non seulement de clore tous les dossiers du divorce, mais aussi de commencer à investir. Je m'envolai enfin pour les Maldives, seul, et ce furent les meilleures vacances de ma vie. J'appris la plongée, lus des livres et savourai un silence sans mensonge. De retour en ville, je m'arrêtai dans un grand centre commercial pour acheter un cadeau à ma mère pour son anniversaire. Je marchai vers le parking, portant des sacs, sifflotant une mélodie. La vie reprenait ses droits. J'avais même commencé à sortir avec une fille, calme, sincère, qui travaillait comme vétérinaire et aimait les chiens, pas les Mercedes. À la sortie de l'hypermarché, les portes automatiques s'ouvrirent, laissant passer un flot de gens avec des caddies. Je ralentis, laissant passer une femme avec une poussette qui tentait d'une main de pousser la lourde porte et de l'autre de tenir son téléphone à l'oreille. « Maman, arrête de me harceler !» criait-elle dans l'appareil avec tension. « Oui, je n'ai pas d'argent. Oui, les couches sont finies. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Samir ne répond pas. Son avocat a dit que si je rappelais encore une fois, il déposerait plainte pour extorsion. La voix me déchira les oreilles par ses tonalités familières. Je me figeai. C'était Léna. Mais pas la Léna que je connaissais. Pas la beauté soignée avec une manucure parfaite et un brushing impeccable. Devant moi se tenait une femme fatiguée, enrobée, aux cheveux sales attachés en un chignon négligé. Elle portait un vieux doudoune qu'elle avait déjà avant notre mariage et des baskets usées. Dans la poussette, un nourrisson pleurait à fendre l'âme. Elle termina la conversation, fourra son téléphone dans sa poche et leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Une seconde, nous nous regardâmes. Dans ses yeux, je vis toute une gamme d'émotions. Honte, reconnaissance, envie. Et finalement, supplication désespérée. Elle me voyait, bronzé, dans un beau manteau, calme et confiant, l'homme qu'elle avait traité de pigeon et de plancton ennuyeux.
Je vis dans son regard cette question muette. M'arrêterai-je? Dirai-je quelque chose? Tendrai-je la main? Une partie d'elle, cette partie manipulatrice qui avait si bien fonctionné pendant 7 ans, espérait encore que je flancharais, que je sortirais mon portefeuille, que je proposerais de l'aider. Mais je n'étais plus cet Antoine. Je n'étais plus l'homme qui croyait aux contes de fées et aux miracles. J'étais celui qui avait appris à se respecter, qui avait compris que la gentillesse envers ceux qui vous trahissent n'est pas de la bonté, c'est de la lâcheté. Je la regardai une dernière fois, sans haine, sans pitié, juste avec une indifférence froide et libératrice. Puis je détournai les yeux et passai à côté d'elle, comme on passe devant une étrangère. Mes pas résonnèrent sur le béton du parking. Derrière moi, j'entendis le bébé hurler de plus belle et la voix brisée de Léna tentant de le calmer. « Chut, mon bébé, chut, maman va trouver une solution. » Mais je ne me retournai pas. Chaque pas m'éloignait de ce passé empoisonné, de cette femme qui avait voulu me détruire pour satisfaire son avidité. Je montai dans ma voiture, posai les paquets sur le siège passager et démarrai le moteur. Dans le rétroviseur, je la vis encore un instant, debout près de la porte vitrée, la silhouette voûtée, seule avec son fardeau. La justice n'est pas toujours celle des tribunaux. Parfois, c'est la vie elle-même qui se charge de remettre les compteurs à zéro. Léna avait voulu tout avoir, la sécurité d'un mari dévoué et la passion d'un amant fortuné. Elle s'était retrouvée sans rien. Pas de mari, pas d'amant, pas d'argent, juste un enfant qui porterait à jamais la marque de ses mauvais choix. Moi, j'avais tout perdu un soir de novembre devant un écran d'ordinateur. Mais j'avais tout reconstruit. Plus fort, plus sage, plus heureux. J'avais appris que parfois, perdre ce qu'on croyait être tout, c'est gagner la chance de recommencer vraiment. Je sortis du parking et m'engageai sur la route. Le soleil déclinait, projetant des ombres dorées sur la ville. Mon téléphone sonna. C'était Eva, ma nouvelle compagne, qui me demandait si j'avais trouvé le cadeau pour ma mère. Je souris en répondant. Et ce sourire était sincère, léger, sans amertume. Oui, j'ai trouvé. Je rentre bientôt. Prépare le thé, on regardera un film ce soir. Avec plaisir, répondit-elle de sa voix douce. Je raccrochai et accélérai. Dans le rétroviseur, le centre commercial disparut, et avec lui, les derniers fantômes de ma vie d'avant. Devant moi s'étendait une route dégagée, un avenir que je construisais moi-même, pas sur des mensonges, mais sur la vérité et le respect. Léna avait eu son conte de fées. Moi, j'avais ma réalité. Et cette réalité valait 1000 fois mieux que tous ces mensonges dorés. La vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui vous ont trahi, c'est de vivre mieux sans eux. Et je vivais.